Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Filion avec vous. Très heureux de vous retrouver pour une deuxième fois en 2 semaines. Exceptionnellement, avec la fin de la saison, on voulait profiter pour faire un épisode sur la course aux playoffs. C'est donc pourquoi on se voit un peu plus vite qu'à l'habitude. On va retrouver un peu plus tard Stéphane Rochette, notre invité de la semaine. On va parler avec lui évidemment de la course aux playoffs, mais aussi de la situation des joueurs suisses qui ne feront pas partie des playoffs ou qui ne devraient pas faire partie du tournoi printanier. Donc, c'est ce qui est au menu de l'épisode de la semaine. Mais avant d'aller rejoindre Stéphane, laissez-moi quand même vous rappeler que tous les épisodes d'Overtime NHL sont disponibles sur notre application numérique MySports que vous pouvez télécharger gratuitement. Également sur YouTube, sur notre site Internet et sur notre plateforme d'écoute audio, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou SoundCloud. Et finalement, pour ceux qui nous regardent à la télé, c'est diffusé les soirs de match de National League à 18h30 le jeudi sur MySports 1. Sinon, à l'horaire habituel de 20h s'il n'y a pas de National League. Voilà, toutes les annonces sont faites, tout est dit. On va maintenant rejoindre Stéphane Rochette. On rejoint Stéphane Rochette pour le segment Hub Suisse. Salut Stéphane, très heureux de te retrouver. Salut Joe, plaisir, partagé. Bon, Steph, ici en Suisse, on le sait, on a déjà commencé la belle période, les playoffs. Mais en NHL, c'est encore la course aux playoffs. D'ailleurs, toute l'émission sera réservée à cette fameuse course aux playoffs. Mais on va commencer avec le segment Hub Suisse, parce qu'il y a quand même 5 Suisses qui sont déjà presque assurés de ne pas participer aux playoffs. On va en parler ensemble. Et on va commencer tout d'abord par les 3 joueurs qui évoluent du côté du New Jersey. On le sait, ça a été une saison décevante du côté du New Jersey. Il y avait beaucoup d'attentes. Je pense que tous les experts hockey avaient placé cette équipe-là en play-off après leur performance de l'an passé. C'est évidemment décevant. Il y a eu un changement d'entraîneur. Le changement d'entraîneur a d'ailleurs fait un grand bien à Timo Meier. Mais dans l'ensemble, ça devrait être terminé à la fin de la saison régulière pour Siegenthaler, Ischier et Meier. Steph, moi, la première pensée que j'ai en voyant cette contre-performance cette saison des Devils du New Jersey, c'est que l'équipe de Suisse doit quand même être contente. Patrick Fischel va être content. C'est bon pour son contrat, c'est bon pour tout, évidemment. Si tu as ces 3 joueurs-là, ça te change un petit peu la donne. Meier est un sniper, c'est un gars qui peut te marquer des buts dans des matchs au niveau international. Ischier, c'est un centre two-way, même s'il n'a pas été hyper performant avec l'équipe nationale. Et Siegenthaler, c'est un défenseur à caractère défensif dont on a cruellement besoin. Il y a peut-être aussi Akira Schmidt. On verra, lui, s'il finit en HL ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui arrive s'il est disponible. Est-ce qu'on peut prendre Akira Schmidt au but? À voir, mais certainement la bonne nouvelle pour l'équipe de Suisse. Alors après ça, on va voir aussi. Attention, est-ce que les joueurs vont tous accepter de venir? Ou si leur équipe va leur dire, là, tu as besoin d'un repos, tu ne vas pas, etc. Donc, l'équipe de NHL ne peut pas leur interdire d'aller au championnat du monde, mais peut leur conseiller fortement de se reposer, par exemple. Ça avait été le cas de Ishii il y a quelques saisons. À voir, mais il y a aussi le fait que quand tu finis la saison de NHL très tôt, là, ça va finir mi-avril. Ouais. Est-ce que tu as envie de prolonger, d'avoir un 3 semaines d'entre-deux, de t'entraîner avec l'équipe suisse, aller faire un match en Slovaquie, un match à Zug, un match amical à gauche ou à droite pour t'en aller avec l'équipe de Suisse, pour rallonger ça jusqu'à, je pense que ça finit le 25 mai cette année. À voir. On pourrait avoir des surprises aussi. On sait qu'Ozzy avait plus ou moins refusé, invoqué toutes sortes de raisons pour refuser aussi il y a quelques années. Donc, ces gars-là, ils font des saisons très, 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 très longues. Et puis aller jouer un petit championnat du monde en fin d'année, ça leur tente peut-être pas toujours. C'est pas comme si le championnat du monde était en Suisse. Hein. C'est pas cette saison, ce serait en 2026. Là, par contre, on aurait démotivé. Ah oui, les Olympiques puis le championnat du monde. Le problème, c'est que le championnat du monde 26 tombe sur une année olympique. Ouais. Il y aura peut-être un peu plus de refus, en tout cas de gros joueurs. À voir évidemment. La saison de la chasse sera peut-être un peu décalée. Mais à voir. Mais c'est sûr qu'en Suisse, ça va être nettement plus intéressant de venir évoluer devant ta famille, parents et amis, évidemment. Mais il faut dire que la Suisse n'a pas le luxe qu'ont les États-Unis et le Canada, parce qu'on sait que Bill Guérin est dans l'équipe américaine
Et il a lancé le message que si des joueurs espéraient être aux Olympiques, il faudrait peut-être qu'ils acceptent l'invitation pour aller au championnat du monde. Évidemment, ce ne sera pas le cas en Suisse parce qu'on le sait, il y a tellement peu de joueurs de NHL que dès qu'ils vont être disponibles, on va les prendre. Mais il y a aussi le fait que Timo Meier a un nouveau contrat, parce que tu disais, je ne sais pas s'ils vont tous venir. Timo Meier reste qu'il a un plus gros contrat que Nico Hischier. Donc, pour niveau assurance, niveau coût cher à la fédération. À la fédération, c'est peut-être plus rentable d'avoir un joueur de centre comme Nico Hischier, two-way, qui peut affronter n'importe quel big shot, on va le dire comme ça, des autres pays, qu'un Timo Meier qui est un joueur unidimensionnel. Oui, effectivement. Si on doit faire un choix, je pense qu'on va prendre un joueur de centre comme Hischier, à mon avis, qui est two-way, comme tu dis, mais peut-être que s'il y en a un qui a envie de décliner l'invitation, on va dire, bon, voilà, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte, on le rappelle, les joueurs quand ils viennent, les joueurs de NHL quand ils viennent au championnat du monde, les assurances accidents, l'assurance est payée par la fédération suisse, parce que l'équipe de NHL ne paie pas l'assurance. Parce qu'en Suisse, les joueurs suisses qui jouent en Suisse, qui vont au championnat du monde, l'assurance accident est payée par leur club en Suisse. Donc, c'est une contribution des clubs suisses pour l'équipe nationale, il faut dire ça. Alors, l'assurance pour un gars comme Timo Meier, ça peut même se monter éventuellement à 1,5 million de francs. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais quand Josi, Meier, Fiala, Hischier, ceux qui ont des gros contrats de NHL viennent, ça peut coûter quelques millions de francs à la Fédération suisse et on sait que la Fédération suisse est en période en régime minceur. Ouais, bon, on revient quand même à la performance des Devils du New Jersey. Steph, ils étaient parmi les favoris dans l'Est. Là, c'est un pas de recul. Dans une équipe qui était, rappelons-le, en reconstruction, parce que là, évidemment, on les pointe du doigt, on est déçus. Est-ce que la saison dernière était, entre guillemets, une saison exceptionnelle, une erreur de parcours, et qu'en fait, on est juste en processus d'avoir une équipe gagnante sur le long terme? Ou si c'est cette année qui est une erreur de parcours et qu'on doit plus se fier au standard de l'an dernier pour évaluer un peu l'équipe qu'on peut avoir l'an prochain? Moi, je pense que l'année passée, écoutez, Martin Brodeur avait donné une entrevue à JC, là, au TVA Sport au Québec, que j'avais vu. Il avait dit l'année passée, on est une année d'avance sur notre plan. Parce que toutes les équipes de NHL vendent leur plan. Ceux qui ne gagnent pas, qui ne font pas les playoffs, on vend toujours un plan. Hein? C'est comme ça que ça va. Ouais. Et Montréal le vend désormais depuis quelques saisons. Et on vend ce plan-là. Il avait dit on est en avance d'une année. Bon, cette année, c'est un pas de recul. Ça faisait que l'année passée, c'était clairement, à mon avis, une année exceptionnelle. Et cette année, on est revenu à des bases plus normales, je dirais. Peut-être que les attentes étaient trop élevées. Mais on s'entend qu'à New Jersey, Joe, toi et moi, il n'y a pas beaucoup de pression. Hein. New Jersey, c'est l'équipe qui est à l'ombre des Rangers de New York, à l'ombre des Islanders de New York. C'est une équipe qui est juste de l'autre côté, là, pas très loin, mais qui intéresse. Il n'y a pas une grosse base de fans. C'est dans un quartier misérable, honnêtement. Les gens qui vont là, il ne faut pas sortir le soir, etc. Il y a des jeunes qui vont au camp d'entraînement des Devils, on leur dit ne sortez surtout pas le soir dans le quartier où vous êtes, c'est dangereux. Donc, voilà, bref, ça, c'est une petite parenthèse que les gens ne se rendent peut-être pas compte. Mais New Jersey, ce n'est pas un club qui est porteur, pas une grosse base de fans. Donc, la pression n'est pas énorme, évidemment. Les attentes ne sont pas énormes. Les Rangers de New York sont beaucoup plus sous pression. Mais ça ne fera pas pleurer grand monde, hein, la saison ratée, entre guillemets, ou la saison moins bonne des Devils du New Jersey. Mais je pense qu'ils devront réagir l'année prochaine quand même. Donc, les propriétaires ont aussi des attentes, Martin Brodeur, etc. Ils ont quand même une base de joueurs de hockey vraiment talentueuse, des matchs en défense. Peut-être qu'ils ont eu des problèmes de gardien. Ça a moyennement bien marché pour Akira Schmid, pour Vanecek qu'on a échangé. On va chercher Jake Allen. Jacques Alain. Et puis voilà, donc peut-être quand tu as des petits soucis au goal en NHL, hein, le gap entre les équipes est tellement mince que si tu as un petit souci quelque part, ça peut tout foutre en l'air. Je pense que c'est peut-être ça qui s'est un peu passé, ça n'a pas fonctionné avec l'entraîneur, il y a des petits soucis. Donc, c'est compliqué à analyser. Hein. Honnêtement, on a des joueurs talentueux. Moi, quand je vois un Jack Hughes, j'adore Jack Hughes, je l'ai vu en camp en Californie avec Théo, avec l'agence et tout. C'est un électron libre. Oui, il est spectaculaire, oui, etc. Oui, mais défensivement, tu le regardes aller sérieusement, là, comme il dit d'ailleurs, des fois, là, et ça tourne dans tous les sens, etc. Oui, c'est un gars spectaculaire, mais est-ce que c'est un gars qui va te faire gagner des championnats? À voir. On sait qu'Hischier est très responsable dans les deux sens de la patinoire. Hischier
pour un first overall, c'est pas un premier joueur de centre dans cette ligue-là. À mon avis, c'est un deuxième joueur de centre, voire un troisième, plutôt un deuxième joueur de centre, très solide. Et c'est ce gars qui va t'amener les championnats, je ne sais rien. Faut voir un peu comment construire cette équipe-là aussi. Est-ce qu'on est à chercher Timo Meier, qui est un sniper? Ça a été long à se mettre en route. Est-ce qu'elle a les potentiels? Dougie Hamilton a été blessé aussi pas mal. Ouais. Elle a joué 20 matchs au Ferra. C'est un gros manque. Un gros manque, hein, ouais. c'est ça, évidemment. Donc, ceci explique cela. Là, il leur manque une dizaine de points. Des fois, ça. Mais est-ce qu'ils sont construits pour aller loin? Est-ce qu'ils sont construits solides? Est-ce qu'ils sont assez solides à toutes les positions? Là, quand tu commences à courir après des gardiens, ça m'inquiète toujours. Quand tu cherches un gardien numéro 1, là, regardez les équipes qui sont en tête, qui sont en course pour les playoffs ou qui sont dans les playoffs. En général, tu as un gardien numéro 1 qui fait le job, puis il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous allez me dire ça. Ouais, mais Toronto, Stéphane, etc. Ouais, peut-être c'est l'exception qui confirme la règle. Mais en même temps, on a vu ça avec les Hurricanes à Caroline. Il allait nulle part jusqu'à temps que les gardiens commencent à faire des arrêts. Tu parles d'où cette équipe-là peut aller. Jack Hughes, je l'aime beaucoup comme joueur, spectaculaire, impressionnant à regarder jouer. Vraiment, c'est... Mais c'est son propre programme. Oui, puis quand il va dire aux médias, les gens ici, ils payent pour venir me voir jouer, ben, ça démontre qu'en ce moment, il est un peu trop selfish pour un peu trop... Ouais. C'est exactement ce que je pense de ce joueur-là. Je l'aime beaucoup, mais je le connais pas personnellement. Je l'ai vu évoluer. Il y a des gens qui ont été dans le même vestiaire que lui, etc. Voilà, la question que je te pose, c'est un super joueur de hockey spectaculaire, il fait des trucs, tu dis « wow ». Mais est-ce que c'est le gars qui va t'amener des championnats? Est-ce que c'est un Sidney Crosby? Non. Ah ben, évidemment, je suis dur parce que je mets la barre haute. Combien de joueurs peuvent faire gagner les championnats à leur équipe? Quel genre de joueur? C'est quoi le type de joueur? Moi, je pense qu'il n'est pas assez responsable. C'est un gars qui est one-way. Il chie beaucoup plus responsable. Donc, l'idéal, ce serait la conscience défensive de Ishii avec le talent de Jack Hughes, parce qu'on sait que Jack Hughes est... Mais voilà... Si tu t'en vas avec ce gars-là comme centre numéro 1, est-ce que c'est un gars qui va t'amener les championnats? Tu vas me dire, Steph, t'es dur parce que Connor McDavid n'a toujours pas amené de championnat à Edmonton. C'est vrai que la barre est haute. Et en ce moment, tout le monde, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Connor McDavid, c'est que c'est bien beau d'amasser des points, mais il va falloir qu'il commence à penser autrement s'il veut gagner un championnat. C'est ça, parce que ce que notre ami McKinnon fait, par exemple, et Barkov fait, ils n'ont pas gagné de championnat, mais Panthers va bien. Tu as un gars comme Barkov qu'on ne parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de côté spectaculaire. Tu as un gars comme Bergeron. Voilà, il y a des gars qui sont que Sidney Crosby qui est encore connu. Est-ce qu'on peut parler de Sidney Crosby 2 minutes? Là? Une équipe qui est vieillissante. On s'entend que le cycle est complètement terminé. Il a marqué presque 40 buts encore cette année. Il fait 6 points. Et il vient d'égaler le record de Wayne Gretzky. 19 saisons consécutives avec au moins 1 point par match. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Surtout dans une époque qui se... Bon. La deuxième moitié de sa carrière, il s'est marqué plus de buts. Ouais. Mais la première moitié de sa carrière, il se marquait moins de buts qu'à l'époque de Wayne Gretzky. Ouais, les gardiens de but étaient bien meilleurs qu'à l'époque de Gretzky. C'est assez impressionnant. Là, évidemment, je dis ça parce qu'on enregistre mardi. Donc, il vient d'égaler le record. Là. Il l'a fait lundi, dans la nuit de lundi à mardi. Il est impressionnant. Moi, j'ai hâte de voir, parce que là, on fait la petite parenthèse sur les Pingouins. Moi, j'ai hâte de voir si le propriétaire des Pingouins va lui proposer ou lui dire qu'on aimerait l'échanger. Est-ce qu'il veut, est-ce qu'il ne veut pas, où il veut aller ou non. On va y laisser le choix. Puis je pense qu'il est échangé, il va être échangé dans une équipe qui peut viser le titre, évidemment. Oui. Et j'entends toutes sortes de spéculations là-dessus. Il ne va pas aller dans l'Ouest parce que c'est trop de voyages, décalage horaire, machin. Puis il y a même des gens à Montréal, évidemment. Joe. Tu connais le marché montréalais. Là. Ils en rêvent. Quand il était tout petit, il y a 2 photos de lui quand il était tout petit qui shootait des pucks dans la sèche-linge, dans le garage. Là. Il y avait un maillot des Canadiens, il y avait un pyjama des Canadiens quand il était petit. Donc, il voudrait finir ça. Ben oui, puis son papa, je pense, avait été drafté par le Canadien ou avait joué pour le Canadien junior à l'époque. Écoute, Serge Pelletier a joué avec son papa. Ah ouais, je savais pas. Oui, Serge Pelletier. Mais lui non plus, il ne savait pas, il l'a découvert il n'y a pas longtemps, il ne se souvenait pas. Il m'a raconté ça. J'ai cherché, je suis tombé, j'avais joué un petit peu avec le père de Sidney Crosby à l'époque. Donc, à Montréal, on essaie de faire rêver le monde pour rien. Pourquoi Sidney Crosby? Sûrement qu'il va venir à Montréal parce qu'il y avait un pyjama des Canadiens quand il était petit. Puis là, il va reconstruire. Non, attendez, les gars.
Jamais. Je ne peux même pas imaginer que Sidney Crosby vienne se mettre dans un contexte de reconstruction, un contexte perdant à Montréal. Il va aller, s'il accepte de changer d'adresse, c'est pour aller dans une équipe prétendante. Oui. Et c'est lui qui va choisir l'équipe. Mais Pittsburgh est en fin de cycle, là, ça c'est clair. Pittsburgh, c'est terminé. Ça sera plus du tout les Penguins de Pittsburgh qu'on a connus depuis peut-être 10-15 ans, parce que moi, je pense que depuis 10-15 ans, Pittsburgh, c'est toujours une équipe qu'on voit. Enfin, le cycle est terminé, et puis Malkin aussi, le temps, ils sont encore bons, mais puis Malkin, n'oubliez pas qu'il y a probablement 2 ans de plus, donc voilà, ça, c'est les fameux passeports. Le mystère les fameux actes de russes. naissance russes, un peu comme Ovechkin, là, j'en entends là-dessus, là. Des agents qui te racontent des trucs, des fois, tu dis, c'est comme ça. Et Grigorenko et compagnie, là, qui sont. Voilà, bref, ça, c'est improuvable, mais le fort soupçon. Oui, et ça fait longtemps parce que j'étais un jeune professionnel, un jeune journaliste. À l'époque, Mikhail Grigorenko jouait encore à Québec. Il venait d'arriver ou dominait à Québec. Et c'était d'ailleurs la discussion qu'on avait parce qu'on soupçonnait qu'il était 2 voire 3 ans plus vieux que ce qu'il avait sur son passeport. Il faut rappeler qu'il est arrivé, je pense, à 17 ans. Donc, si on lui rajoute 3 ans, ça fait 20 ans. C'est un peu normal qu'il domine. C'est un choix de première ronde. Donc, ceci explique peut-être cela. Mais oui, c'est un bruit qui court depuis très longtemps. Pour terminer, pour terminer quand même avec les Devils, tu parlais du marché, là, des attentes dans ce marché-là des Devils. Il faut rappeler quand même que les Devils sont dans une très, très longue reconstruction. Là, oui, ils ont connu du succès l'an dernier, mais ils sont au cœur d'une très longue reconstruction. Et si on compare avec leurs voisins, les Rangers de New York, ils ont annoncé une reconstruction avec une lettre aux partisans et tout. C'est dire à quel point il y a de la pression, à quel point ils devaient être redevables auprès des partisans. D'écouter, là, on va passer un 5 ans compliqué, et puis finalement, ça aurait duré 3 ans. Merci à la signature d'Artemi Panarin. Ça a accéléré un peu le processus, mais comme quoi la pression à New York est bien au-delà de celle qu'on peut avoir du côté du New Jersey. Oh oui, rien à voir. Steph, on continue avec nos 2 derniers joueurs suisses qui seront éliminés, qui sont déjà même éliminés de la course aux playoffs. Yanis Moser du côté de l'Arizona et Philippe Kourachev du côté de Chicago. 2 jeunes joueurs, début vingtaine encore, la mi-vingtaine même pour les 2. Est-ce que tu penses que ces 2 gars-là ont continué de progresser cette année dans des équipes perdantes? Ouais, moi, je pense que oui. Moser, c'était le fit parfait. Il s'est retrouvé à Arizona, il est arrivé là jeune, a eu de la glace rapidement, avec un bon formateur. Hein. Moi, j'aime beaucoup André Tourigny. Ouais. C'est un gars qui est souvent invité sur les talk shows que je suis régulièrement le soir. Là, je suis un couche-tard, donc j'écoute les talk shows nord-américains très tard. Et André Tourigny, c'est un gars mais tellement pertinent dans ses trucs, etc. Il y a toujours des réponses. Et c'est un bon formateur, honnêtement. C'est un gars qui est très, très sensé, tête sur les épaules, qui fait un excellent travail. Je pense que Moser a eu la chance de tomber entre les mains d'un gars comme ça qui lui fait confiance, qui est en train de l'éduquer ou de le faire grandir. Moi, j'aurais jamais parié sur lui à NHL, mais force est d'admettre que le garçon, il est là. C'est pas un top joueur de NHL, mais ça reste un joueur fiable, un défenseur fiable. Et pour l'équipe de Suisse, c'est de l'or en bord parce qu'il prend de l'expérience et puis il prend du gabarit. Il est habitué de jouer contre des gros grands bonhommes, des gars d'un certain niveau. Et pour l'équipe de Suisse, ça va être pendant des années un atout. Et s'il reste en Arizona, ça va être super pour l'équipe de Suisse entre nous, parce que Arizona, ça va être compliqué de faire les playoffs. Donc c'est très bien. Kourachev, mais évidemment, Chicago est dans une longue reconstruction. Ça va prendre des années. Là, on a Connor Bedard, il te fait des points. Les garçons, il est combien? Moins 39? Moins 40 maintenant. Ouais, lui aussi, il était sur son propre programme. Super joueur, mais est-ce que ça va devenir un Jack Hughes qui va être unidimensionnel offensif? Il est jeune, on sait qu'on est en reconstruction, on lui permet de faire des erreurs. Kourachev a connu une bonne saison en termes statistiques, c'est meilleur parce qu'il joue avec Bedard, il ne faut pas se le cacher. Tant mieux pour lui. Est-ce que Kourachev est un incontournable avec l'équipe de Suisse? Oui, joueur de NHL, mais incontournable, je ne sais pas, honnêtement. Oui, il peut jouer. Je pense que s'il est intéressé, je pense que Patrick Fischer va forcément le prendre. Mais je sais pas si c'est un gars qui est mordu de venir jouer avec la Suisse, comme Moser peut l'être, à mon avis. C'est même une perception que j'ai comme ça. Ouais. Mais Kourachev, écoute, Kourachev, je pense que je l'aime bien, mais je pense qu'il a de la chance de jouer avec Bedard, il a de la chance de jouer à Chicago, parce que je suis pas sûr que c'est un joueur de NHL
Voilà, mais il joue en NHL. Ouais. Donc, il joue le garçon, tant mieux pour lui. Il arrive à bonne place au bon moment. Il y a beaucoup de... Parce que quand il était en Suisse, il a joué à Lugano et moi, je parlais avec Serge Pelletier. Il m'a dit, il est bon, là, mais pas wow, là, il n'est pas. Tu vois? Est-ce que ce gars-là est vraiment meilleur que Calvin Turcoff? Pas sûr. Mais ça, c'est. Voilà, on s'éloigne un peu, mais je pense que ces deux gars-là vont faire du. Je pense que Fischer, dans l'état actuel de l'équipe de Suisse, qui a cruellement besoin de victoire et qui aimerait bien se classer pour les quarts de finale, peut-être pas gagner un quart de finale une fois, ça pourrait être intéressant, évidemment, d'avoir un gars qui a de la bouteille, un gars qui est encore jeune. Ouais. C'est Moser aussi. Donc, ça, c'est tout. C'est toutes des bonnes nouvelles là, pour l'équipe de Suisse et la troupe de Fischer. Pour être tout à fait juste, Stéphane, Bédard est bien à moins 39 et Kourachev à moins 40. Fait froid à Chicago. Oui, c'est le facteur éolien. Hein, l'hiver, il y a beaucoup de vent. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière aussi avec Danny Gélina. Je dis fait froid à Chicago. C'est les deux pires de leur équipe, en fait. Et tu le vois sur beaucoup de leurs buts. C'est des buts où ils ont triché. C'est des contre-attaques, des surnombres, mais parce qu'ils ont triché avant. Mais bon, après, je pense que ça va venir aussi avec l'expérience, avec la vieillesse aussi, la maturité. Pour Moser, c'est 20 minutes de temps de glace en moyenne, 20 minutes et des poussières. C'est un temps de glace d'un 3-4e défenseur. Ouais, il faut dire que cette équipe-là est moins 22 là, au différentiel but pour, but contre, et que Moser est plus 3. Donc, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cette statistique de plus et moins, mais sur une saison complète, ça peut parfois quand même donner une idée de... Entre un gars qui est plus 3 et un gars qui est moins 28, là, tu dis, il y a quand même quelque part. Il y en a un qui vit dans le sud. Il y en a un qui vit dans le sud, puis l'autre qui vit dans l'hiver profond, moins 28. Là. Ben, le meilleur exemple, Matt Dumba a été échangé, évidemment, à la date limite des transactions des Coyotes au Lightning de Tampa Bay. Mais avant qu'il soit échangé, Dumba était à moins 15 ou moins 20 dans la même équipe que Moser. En tant que défenseur établi. Bon, évidemment, il a perdu des plumes lui aussi. Là. Lui, il a vraiment ralenti. C'est là que tu vois que c'est un... Parfois, ça peut parler dans ce genre de statistiques-là à l'avantage, cette fois, de Moser. Exactement, l'avantage de Moser. Ça veut dire qu'il est assez responsable défensivement ou il joue moins souvent contre les bons joueurs adverses aussi. Donc, c'est ça. C'est toujours une façon de... Faut voir contre qui tu joues, comment tu es utilisé. C'est sûr que si tu joues dans une mauvaise équipe puis tu joues 25 minutes par match, ben, tu es exposé à avoir des moins, évidemment. Ce qui est un peu le cas de Bédard, qui a quand même beaucoup de temps de glace. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que la Fédération suisse, elle prend. Fischer revient d'un voyage en Amérique du Nord, aller faire des photos avec un peu tout le monde avec Klaus Weibel. Elle allait voir les gars, fait des photos. Je suis là, je vous surveille, je fais du scouting. Et je vais voir comment. Je suis en train de leur montrer comment jouer au hockey là. Yossi, il va faire les playoffs. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Il va faire les playoffs, mais peut-être qu'ils vont être sortis au premier tour. S'ils sont sortis au premier tour, parce que Yossi va venir, parce que Yossi, on s'entend que c'est le joueur suisse. Hein? Oui. On s'entend? Oui. Il a encore un point par match cette année. Il est juste extraordinaire. C'est le meilleur joueur suisse de l'histoire. Et lui, par contre, il a un impact monstrueux. Lui, je pense que là, Fischer, il faut qu'il fasse son chemin de croix. Pour espérer que quand il l'appelle, il faut qu'il dise salut, ça va bien? Oui. Je ne voudrais pas venir, s'il te plaît, parce que non, mais je peux t'arranger quelque chose avec ça. Lui, il faut le soigner, il faut le flatter dans le bon sens du poil, parce que lui peut tourner un championnat du monde, un mauvais championnat du monde en bas championnat du monde, puis il faut sauver le job de Patrick Fischer. Oui, puis dans 2 ans, dans un peu moins de 2 ans aux Olympiques, là, ça va être, d'après moi, le capitaine et et ce sera le meilleur joueur de cette équipe-là, Oui. là, soyons honnêtes. Là, si les Suisses veulent avoir une chance d'aller loin dans cette compétition-là, Yossi devra être en santé, en pleine forme et mener cette équipe-là sur ses épaules. Tu parles de Yossi. Il n'y a pas Fiala, je pense que sa femme est enceinte, qui ne devrait pas venir. Déjà, je pense que c'est les bruits qui couraient, quelque chose comme ça. Ouais. Donc ça... Il y a des gars qui annoncent ça, l'air de dire là, fatigue-moi pas avec ça, là, je ne viendrai pas cette année. Là, quelque chose, et mettons-nous aussi en perspective. Yossi a sa famille, ses enfants aux États-Unis, à Nashville. Avec les voyagements, Nashville, bon oui, c'est assez central dans les États-Unis, mais il joue dans l'Ouest, donc c'est beaucoup de voyages pour les Prédateurs tout au long de la saison sur la côte Ouest. Ah oui. Il passe énormément de soirs à l'hôtel, de semaines complètes à l'étranger, là, pas nécessairement à la maison. Donc on peut comprendre que ces gars-là veulent un petit répit après une saison bien occupée, puis un petit peu de temps en famille aussi.
Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est long et fastidieux une saison de NHL. Oui, ils font leur métier, mais c'est 3 matchs par semaine avec des voyages et tout. Est-ce que tu as envie de rajouter un mois? Même les joueurs suisses, il y a beaucoup de joueurs suisses qui se disent la même chose aussi. Là, ceux qui sont éliminés, là, qui vont aller avec l'équipe suisse, s'entraîner pendant un mois et demi là, pour être peut-être coupé au dernier moment. Est-ce que tu as envie d'aller faire toute cette préparation-là, jouer un match à Liège, un match à Chaux-de-Fonds, un match en Slovaquie, un match à gauche, à droite? Bon, je dis Liège et Chaux-de-Fonds, je me souviens plus du programme par cœur, mais tu te promènes à Cloton, etc. Est-ce que tu as envie de faire ça pendant un mois et demi en sachant très bien que si Philéa décide de venir, tu vas être coupé? Là? Donc, c'est pas évident, puis ça te rallonge ta saison, ça te coupe ta préparation estivale. Il y en a qui ont des petites blessures à soigner. Puis quand ça s'arrête, ben là, ils ont envie de prendre 2 semaines de vacances puis de soigner la blessure, puis parce que ça te retarde tout. Parce qu'en Suisse, là, ça commence tôt les saisons. Là. C'est le 1er août, c'est ça la glace, puis là, il y a le Prospect Camp qui va avoir lieu normalement le 25 juillet. Donc, les jeunes, ça veut dire qu'à partir du 20 juillet, tu es de nouveau on duty. Puis là, si tu finis ta saison mois de mai, plus 2 semaines de vacances, il te reste 2 mois d'entraînement l'été. 2 mois, c'est pas long. Là. Quand tu es un jeune joueur, c'est pas long. Des fois, tu as besoin d'un peu plus long que ça. Donc, c'est tous des trucs qu'il faut calculer. Moi, ces championnats du monde-là, vous le savez, je ne m'en cache pas. Je ne suis pas un grand. Tous les ans, je trouve que c'est trop. Oui. Puis soyons honnêtes, les deux, on a une culture nord-américaine quand même pour avoir grandi là-bas. Ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne en Amérique du Nord. Donc, on n'a pas cette culture-là non plus du championnat du monde. Puis honnêtement, dans 2 ans, on va avoir la vraie compétition. On va avoir vraiment la plus grande compétition de hockey international avec les Jeux olympiques. C'est ça. Mais les championnats du monde... Là, les gens vont être une vol. En Amérique du Nord, les gens vont être une vol. C'est durant la saison, etc. Mais j'ai quelqu'un qui me posait la question l'autre jour. Il dit comment la Coupe Mémorial que ton fils a gagnée, tu la places où dans la hiérarchie hockey mondial? Je dis, pour les Nord-Américains, pour les Canadiens, il y a la Coupe Stanley. Puis le deuxième trophée le plus important dans le monde du hockey, c'est la Coupe Mémorial. Ouais. Le championnat du monde, ça vient après. La Coupe Stangler, ça vient après. Le championnat suisse, ça vient après. Voilà, il n'y a pas la photo. La Coupe Calder en AHL, ça vient après aussi. Donc, dans la hiérarchie, voilà, donc ça vient bien. Tous ces trophées-là, la Coupe Memorial vient juste après la Coupe Stanley dans la tête des Nord-Américains, des Canadiens surtout. Ouais. Ça a été suivi par des millions de personnes, d'ailleurs, la finale, etc. Donc, il y a peut-être qu'une médaille d'or olympique qui vient devant. Et médaille d'or des moins de 20 ans, je te dirais qu'elle vient tout de suite après la Coupe Memorial. Oui, exact. Je dirais dans l'ordre, si on fait un top 4, ce serait Coupe Stanley, médaille d'or olympique, Coupe Memorial, médaille d'or M20. Je te dirais que c'est pas mal l'ordre d'importance en Amérique du Nord là, pour les... Le championnat du monde, ça vient... évidemment... Il y a plein de gens qui suivent le hockey et disent c'est vrai, moi je me souviens d'une année. Je peux compter une anecdote. Je vois un pote qui suit le hockey, là, un ancien joueur à qui j'ai joué, etc. Puis le lundi, après la fin des championnats du monde, il m'appelle pour jouer au golf. Puis je dis tu avais Canada gagné le championnat. Oh merde, c'était hier ça. C'était hier. Ah oui, j'ai vu ça la semaine passée que c'était le championnat du monde. Ah, la finale, c'était hier, ils ont gagné. Ah, cool. Non, dans le bulletin de nouvelles, ça passe. Après le hockey junior, etc. Donc, voilà, nous, en Suisse, on en fait tout un plat, mais voilà, c'est notre culture nord-américaine. C'est une question de culture. Mais en Suisse aussi, hein, les gens aiment bien suivre ça, mais suivre ça d'un œil détaché. On est rendu tard, c'est au mois de mai. Les matchs préliminaires, il y a des matchs on s'entend qu'un match le mardi après-midi contre la Grande-Bretagne là, ou la Norvège, on s'entend que c'est pas sexy tellement. Non. À part, puis c'est la dernière semaine, le dernier week-end, là, tu dis, si les Suisses sont là, on va regarder. C'est ça. Bref. Chez nous, on est déconnectés, Joe. On va déjà être sur les terrains de golf, Steph. Ouais. Oh que oui. Bon, trêve de joueurs suisses et de championnat du monde. On va passer au segment head-to-head. Stéphane, on va faire un peu différent pour le segment head-to-head cette semaine. On n'aura pas des thèmes à débattre, mais on va tout simplement parler de la fameuse course aux playoffs. Mais avant de parler de la course aux playoffs, il y a une autre lutte très, très intéressante. C'est la lutte pour le trophée du président pour le premier rang de la saison régulière au classement général de la NHL. Évidemment, premier sur 32. L'an passé, ça a été gagné par Boston de façon assez spectaculaire. Hein. C'était la meilleure saison de l'histoire de la NHL. Cette saison, il y a une lutte entre 6 et 7 équipes. Je dis 6 ou 7 parce qu'en date d'aujourd'hui, en date du mardi 2 avril, les Panthers de la Floride sont encore dans la course.
Ils sont quelques points derrière le premier rang, mais ils sont vraiment sur une mauvaise séquence, les Panthers, avec, c'est 3 victoires seulement leurs 10 derniers matchs. Ça va moins bien pour les Panthers, qui restent quand même à 5 points du premier rang. C'est pour ça que je voulais quand même les inclure dans cette lutte-là de 7 équipes pour le premier rang du classement. Ce sont les Rangers de New York qui ont 1 point d'avance sur les Stars de Dallas au premier rang en ce moment. Les équipes qui ont presque toutes 75 matchs de jouer à l'heure actuelle. Steph, est-ce que... parce que année après année, l'équipe qui remporte le trophée du président est sortie dans les 2 premiers tours. C'est très, très rare que cette équipe-là se rende jusqu'au bout. Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que les joueurs veulent aller chercher ce trophée-là? Est-ce que c'est une réelle compétition ou si c'est un peu plus anecdotique? Moi, je pense que c'est un peu plus anecdotique, honnêtement. L'important rendu là, c'est d'être classé en play-off. Après, le match-up, des fois, n'est pas forcément favorable. En première ronde, on a peut-être un peu plus de chances de choper une équipe qui était wildcard. Mais non, je pense pas que les joueurs pensent à ça, honnêtement. Je pense qu'en fin de saison, on pense à ce que tout le monde soit en forme pour débuter les playoffs. On économise peut-être certains joueurs, etc. Évidemment, tu as l'avantage de la glace. Toujours l'avantage de la glace en finale, mais il faut se rendre en finale. Donc, je pense pas qu'on en fait forcément une priorité, non. OK, mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle quand même de voir justement cette équipe qui peuvent se battre jusqu'à la fin de la saison pour cette première place-là? Évidemment, j'ai mis de côté Winnipeg et Edmonton puisqu'ils ont tout près là, de 8-9 points de retard, mais là, d'avoir cette équipe tout près comme ça, 5 points de différence jusqu'à 2 semaines de la fin de la saison. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne nouvelle d'avoir une parité aussi grande dans la NHL cette année? Oui, il y a une parité en haut, mais je trouve qu'il y a des équipes qui sont complètement larguées. Il y a des équipes comme San Jose, Chicago, là, Joe, cette année, c'est vraiment pas chic. Là. Ouais. Les Canadiens aussi, etc. Une nouvelle reconstruction, etc. Mais il y a des équipes qui sont complètement larguées, à contrario. C'est étonnant avec une équipe, honnêtement, avec une NHL, avec ce plafond, avec le plafond salarial, la répartition des revenus, tout ça, il y a des équipes qui acceptent d'aller dans des reconstructions profondes, puis qui sont vendeurs, à la perte de transactions, etc., qui acceptent de perdre, ont réussi à vendre ça. Il y a quand même une sacrée marge. Il y a des matchs, tu regardes les Sharks de San Jose cette année, ils font pitié, là. On ne dirait pas que c'est dans la même ligue. Honnêtement, je ne veux pas être méchant, je ne veux pas faire un parallèle qui ne plairait pas à certaines personnes, mais San Jose, c'est à jouer, là. Oui. Non, mais excuse-moi, puis Chicago, c'est que l'automne, là. C'est comme. Ils sont même pas proches, là, puis ils investissent pas autant d'argent, etc. C'est des petits marchés. C'est des marchés qui sont pas porteurs. Même Anaheim, là, c'est des marchés secondaires, là, puis qui sont. T'as des équipes qui sont à côté dans le plafond salarial, puis qui trichent même en mettant des gars sur la liste des blessés qui reviennent en playoff. Vegas sont très bons pour faire ça. On sait que Tampa Bay l'a fait. Rangers sont dans le plafond. Il y a quand même même s'il y a un plafond salarial, il y a une disparité au niveau des moyens des équipes. Puis après ça, c'est qui a le moyen d'attirer les meilleurs joueurs, des marchés différents, etc. Mais oui, c'est une bonne nouvelle. Il y a des équipes très, très bonnes. Ben, c'est une bonne nouvelle pour les playoffs. Oui, mais le gap entre les équipes dans cette ligue-là, il me semble que c'est un peu inédit, non? C'est moi qui se trompe ou c'est moi? OK. Moi, je trouve ça intéressant. On n'avait pas prévu de parler de ce sujet-là, mais moi, Parlons-en, je trouve ça hyper intéressant que tu nous amènes là-dessus, parce que j'ai déjà eu la discussion aussi avec un de mes potes. En National League, là, on est rendu à 14 équipes, puis tout le monde dit on est rendu à 2 équipes de trop, on dilue le talent. Reste qu'en NHL, on a ajouté 2 équipes dans les dernières années, Vegas et Seattle. Et moi, ce que je remarque, c'est que les équipes dans les dernières années qui sont justement en reconstruction, ou même Seattle qui se bâtit, là, beaucoup de joueurs qui ont le talent pour jouer en AHL qui jouent en NHL, en fait. Les joueurs qu'on disait qui étaient sur la ligne, là, qui étaient juste pas assez, mais trop pour la AHL, mais pas assez pour la NHL, ben maintenant, ils jouent dans la NHL parce que tu as même 2 équipes de plus, c'est 46 postes de plus. Imaginez le nombre de joueurs maintenant que tu ajoutes qui n'ont peut-être pas le même niveau. Est-ce que tu penses que justement, parce que là, la NHL continue d'en parler d'expansion, on voudrait peut-être passer à 33, 34 équipes éventuellement. Est-ce que tu penses qu'en fait, ça péjore le spectacle d'avoir trop d'équipes dans une ligue? Est-ce qu'on peut faire ce parallèle-là? Oui, bon, clairement, mais c'est difficilement quantifiable. Écoute, ce que tu dis là, mon père le disait il y a 40 ans.
quand les Nordiques sont arrivés à NHL, etc., là, qui ont passé de 6 à 12 équipes, à 16 équipes. Mais à 16 équipes, tout le monde disait mais il y avait moins d'Européens à l'époque. Exactement. Les Européens sont arrivés par après. Oui, c'est ça. Mais oui, clairement. Parce que clairement, c'est les gars que tu prends, c'est des gars qui ne jouaient pas avant. Donc, tu dilues le niveau, c'est des gars qui sont moins bons. S'il n'y avait pas leur place avant, tu vas les chercher. Oui, ça dilue le niveau. La question qu'on peut se poser, faire un parallèle avec l'HC Ajoie, c'est que demain, tu arrêtes l'équipe de HC Ajoie, tu dis on met la clé dans la porte, c'est terminé, on redescend. Combien de joueurs du HC Ajoie se retrouvent un job en National League? Si on fait le calcul avec San Jose et Chicago, là, vite comme ça, peut-être 5-6 joueurs les plus jeunes et 1 ou 2 très dominants. Ouais, un de très dominants qu'on a été chercher sur le marché des agents libres qui peuvent encore amener des trucs qui ont un salaire à 5-6 millions parce qu'ils sont obligés de dépenser l'argent. Mais voilà, donc très peu. Très peu de joueurs. Donc, voilà, Connor Bedard, évidemment, etc. Quelques talents, peut-être un gardien. Voilà, mais clairement, oui, ça dilue le niveau. 33 équipes, etc. Oui, tu dilues clairement le niveau. Parce que moi, la NHL, on va être franc, moi, je la regarde souvent le soir tard, etc. Je regarde, j'écoute, je sais ce qui se passe, mais il y a des matchs, là, Joe, là, on vend du rêve un peu, là. Oui. Il y a certaines fois, là, tu regardes un match de NHL au complet, là, on vend du rêve. C'est dump and chase, puis les gars, ils ont joué 4 matchs dans la semaine, ils sont fatigués, puis il ne se passe pas grand-chose, puis bling, 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 c'est une sortie, c'est un événement. Tout ce qui se passe autour, c'est vendeur, mais c'est pas toujours... moi, je trouve que les gars qui font notre job en Amérique du Nord, extraordinaire. Hein? Des fois c'est tous les jours. Hein? Les jours, ils trouvent toujours quelque chose à dire. Moi, je dis chapeau, les gars. Ils vont nous vendre du rêve à tous les soirs. Mais c'est pas toujours Jojo, honnêtement. C'est parce que le parallèle qu'on peut faire, c'est que combien de fois on répète aux gens ici, il y a plein de joueurs de NHL qui arriveraient ici et ne sortiraient pas du lot. Oui. Parce qu'il n'y aurait pas le style, parce qu'un gars comme Petzetta à Montréal, c'est un gars à qui je pense. Là, tu le mets ici en Suisse, là, personne qui le prend dans les 6 étrangers. Oui. Il y en a un paquet comme ça. Voilà, parce qu'il n'y aurait pas le style, puis parce que patin, puis ci, puis ça, des gros grands bonhommes qui jouent là-bas, qui ne joueraient pas ici. Donc, il y a un parallèle qui est intéressant à faire. Ce n'est pas toujours non plus je t'aime fait NHL, mais voilà, tu es là parce que. Mais c'est drôle que tu parles de Petzetta, parce que quand j'ai posé ma question, justement, si le nombre d'équipes qui accroît péjore le talent, je pensais justement à un gars comme Petzetta à Montréal, évidemment parce que je suis de près encore les activités du Canadien de Montréal, puis Petzetta, je le regarde jouer. Il y a plusieurs joueurs, là, je pointe Petzetta, mais je te dirais que en ce moment, avec les blessés, 2/3 de l'équipe de Montréal, là, en attaque du moins, devrait même pas jouer en NHL. Non. Donc, c'est là où tu vois quand même que ces gars-là, même Petzetta en AHL, c'est pas un gars dominant. Là. C'est là où tu vois qu'il réussit à avoir une carrière d'une centaine de matchs en NHL. Il est dans un créneau, un rôle particulier, c'est ça. C'est des gars c'est des gars qui sont sur une track, etc. C'est ce qu'on dit souvent ici en Suisse, qu'on a des joueurs qui pourraient jouer à NHL, qui seraient assez bons, mais ils ne fitent pas dans un rôle. Ils devraient être top. Typiquement, Malgin, il est vraiment bon. Malgin, c'est vraiment tout un joueur de hockey technique, etc. Mais c'est un profil top 6, mais il n'y a pas le gabarit pour être un centre top 6 en NHL. Il n'y a pas le gabarit, il n'y a pas le... Donc, puis bottom 6, il ne sert à rien. Parce qu'il n'est pas assez gros, il n'est pas assez grand. Donc, lui, typiquement, c'est le gars qui ne rentre pas dans le... Ouais. Mais il est meilleur que la moitié des joueurs des Canadiens de Montréal, intrinsèquement. Ouais. Il est bien meilleur que Josh Anderson. Toi, oui, niveau talent, il n'y a pas photo. Josh Anderson ne comprend rien. Hein. Il y a 2 œillères, il ne comprend rien. 6 millions par année, il donne des mises en échec, il se bat de temps en temps. Oh, il ne fait plus grand-chose. Je te dirais qu'il n'en donne plus vraiment des mises en échec, puis il ne se bat plus vraiment non plus. Puis il ne marque plus. C'est 3 grosses qualités, c'est terminé. Je n'ai jamais été un grand fan. Je me souviens quand on l'avait signé, j'ai dit qu'est-ce que Josh Anderson? Wow, gros grand bonhomme. Tu sais, quand on commence à te dire quel genre de joueur c'est? Gros grand bonhomme, patine, frappe fort. OK, mais il est-tu bon? Ouais, ça va. Avec la rondelle, c'est plus compliqué. Oh boy. C'est quoi, quand tu dis c'est compliqué avec la rondelle, tu dis, hein? OK. C'est comme le joueur de foot. C'est compliqué avec un ballon. C'est quoi sur le terrain? Non, mais on est là, hein? Faut pas lui donner le ballon à lui. Il court, c'est Forrest Gump. Non, mais c'est ça la réalité. Moi, je peux dire, j'ai suivi évidemment la génération de mon fils, des gars qui ont été repêchés, etc. Des gars, tu dis, quoi?
Putain, lui, il comprend rien. Tu le mets sur une track. Écoutez, il faut faire encore un parallèle, puisqu'on est dans un parallèle puis qu'on s'amuse. Salomaki a joué 160 matchs de NHL, Joe. Oui, j'ai peine à comprendre pourquoi. Je le vois jouer en play-off, là. Tu sais, l'entraîneur, il y a un entraîneur qui l'a aligné 160 fois, là. Oui. Il a peut-être plus son job non plus. Nord-Sud, ouais. Puis dump and chase, il y a un temps au banc, là. Puis tu as de grosse volonté, mais c'est Salomaki qui a grosse volonté, engagement, etc. Comme il joue maintenant, c'est comme il joue. C'est pour ça qu'il a joué. Mais tu sais, on s'entend-tu que Salomaki, même en Suisse, tu en trouves combien de joueurs meilleurs que lui? Clarondel, travaille fort, mais Clarondel, c'est plus compliqué. Tu vois? Un joueur de rôle, mais voilà. Donc, c'est ça aussi, la NHL, il faut voir que c'est comme ça. Il y a des joueurs qui fit dans un rôle particulier. Puis voilà, c'est la réalité de ça. Voilà, tu regardais aussi Team Canada Junior a été construit aussi comme ça. On ne prend pas les 20 meilleurs joueurs, on essaie de faire une équipe où il y a des gars de rôle. Il y a des gars qui vont être typiquement pour la 4, pour la 3, etc. Voilà. C'est des parallèles qui sont intéressants. Tout ça pour dire que oui, le niveau commence gentiment à être dilué. Il y a des marchés que ça fait vraiment pitié. Parce que quand je joue les Sharks de San Jose, je reviens sur eux cette année, je les ai joués quelques fois. C'est une catastrophe. Ah oui, c'est une catastrophe. C'est une aberration. Hein. Ils ne vendent pas leur billet 20 balles pour aller les voir. Là. C'est encore le prix c'est ça. de match de la NHL parce qu'évidemment, ils vendent on affronte ce soir les Kings de Los Angeles, une grosse équipe, la bataille de la Californie, Derby, voilà. OK, tu payes pour aller voir Bédard, mais je veux dire, les fans des Sharks, là. Ah, puis c'est pas un marché, c'est un des marchés les moins porteurs de la NHL. On s'entend, c'est un tout petit marché de hockey. Ouais. C'est au sud de San Francisco, comme les Anaheim Ducks, c'est des marchés qui sont très, c'est au sud de San Francisco, mais il ne faut pas penser que la baie de San Francisco est Sharks. Honnêtement, San Francisco même est très football, basketball, baseball. Là, pour y avoir passé plusieurs mois, San Francisco, tu n'entends pas parler du tout des Sharks de San Jose. Hein. C'est vraiment le sud de la baie qui est un peu plus Sharks, les alentours, un petit peu l'est de la baie, là, mais sinon, à San Jose même... non. Il y a quelques Québécois qui travaillent dans ce coin-là, qui profitent justement pour aller voir les matchs des Sharks contre le Canadien. Là, ça, oui. Mais sinon, pour le reste, j'avoue que c'est pas très porteur. Moi, je suis allé sur un beau building. Là. C'est pas une grande patinoire. Hein. C'est une plus petite de NHL. Ouais. Joli quartier. Une belle place pour jouer au hockey. Tu as la paix. Les médias ne te font pas trop... T'agaces pas trop, on va dire poliment. T'as pas les médias tous les jours, t'as pas besoin de te justifier après chaque défaite. Probablement qu'un journaliste qui suit l'équipe sur la route, l'affaire est belle. Pour un jeune, pour se développer, c'est pas si mal non plus. Il y a le fils de Sébastien Bordelot qui joue là-bas, Thomas, là, qui était. Puis leur équipe de HL est dans la même ville, hein, ils jouent dans la même place. Sur Barracuda, Noirod avait joué quelques matchs là-bas, Praplan aussi. Il a joué là cette année. Ils l'ont rappelé à la fin de l'année, comme beaucoup d'équipes ont fait. On rappelé un paquet de jeunes en fin de saison. Quand la saison est jouée, là, ils le font jouer, prendre de l'expérience. Il se débrouille pas trop mal, le jeune Bordelot. Ben, évidemment, dans cette équipe-là. Donc, c'est parfait pour lui pour se développer, pour avoir du temps de place. Un jeune qui pourrait éventuellement débarquer en Suisse dans quelques années si ça ne fonctionne pas pour lui en NHL. Évidemment, on lui souhaite que ça fonctionne, mais si tout à coup, ça devient limite, on sait que c'est cruel la NHL. Là, à un moment donné. Oui. Et... des équipes suisses qui pourraient être intéressées. Lui, il a une licence suisse. Petite parenthèse. Il y a quelques joueurs comme ça qui ont des licences suisses qui pourraient éventuellement traverser. Joey Dakar, est-ce qu'on peut en parler, Joe? Moi, je me saute du coq à l'âne. Vas-y. Joey Dakar, gardien. Non, mais on parle de l'équipe suisse, championnat du monde, Fisher. Joey Dakar, Dakar, pas d'apostrophe, qui est gardien de Seattle, qui a un passeport suisse. Oui, américano-suisse, oui. Est-ce que ce gars-là pourrait débarquer au championnat du monde une fois? Est-ce que quelqu'un pourrait le convaincre de venir jouer pour la Suisse au championnat du monde? Il connaît toute une saison à Seattle. Écoute, ça dépend. De un, est-ce qu'on va l'inviter? Est-ce qu'on va penser à lui? Mais si oui, pour lui, c'est peut-être la seule chance qu'il va avoir de jouer dans un championnat du monde ou de jouer aux Olympiques, parce que reste qu'il a été assez... Il est américain, mais il pourrait quand même jouer avec la Suisse. Ouais. Donc, parce qu'il n'a jamais été aligné sur l'équipe nationale américaine, d'aucune façon. Donc, pourrait très bien décider de représenter la Suisse. Puis comme ça, il y aurait une chance de jouer dans une compétition internationale si ça lui tient à cœur.
On ne peut que s'en réjouir parce qu'il a été dominant cette année avec Seattle dans une année compliquée pour le Kraken. Il est vraiment sorti de sa coquille là, cette année puisque c'est un gardien qui avait appartenu aussi, je pense, à Ottawa. Ottawa a été drafté par Ottawa 7e ronde. Je pense qu'il avait joué quelques matchs en and-off. On sait que pour les gardiens, c'est souvent un petit peu plus tard. Mais lui, peut-être qu'il pourrait nous permettre en vue des Olympiques. En tout cas, moi, je ferai un petit coup de téléphone. Là. Je me présenterai chez Jeff Fisher. Je dis, salut, c'est Patrick Fisher. Je suis entraîneur de la Suisse. C'est où ça, la Suisse? Ah oui, c'est en Europe. Ouais. C'est où? Parce que le gars, je pense qu'il n'a jamais mis pied ici, on s'entend. Là. Mais il a le passeport suisse. Ouais. Donc, il aurait le droit de jouer. Puis en Suisse, on n'a pas la règle. Hein. Les Français, il faut que tu aies joué 2 ans dans le championnat français pour représenter la France au niveau international. Mais nous, on n'a pas cette règle-là. Passeport, c'est le passeport. C'est juste? Oui. Donc, ça pourrait être intéressant. Ouais. C'est un gros gardien dominant au championnat du monde. Ça peut te permettre de passer à l'étape supérieure. Peut-être même dès cette année au championnat du monde. À voir, mais j'espère qu'ils l'ont contacté. Bon, si nous, on le sait. Si nous, on le sait, ils doivent le savoir aussi. Ouais, il nous reste une petite dizaine de minutes. Stéphane, on va évidemment revenir sur la fameuse course aux playoffs. On va commencer par l'Est. Il y a 3 équipes encore dans la course. J'ai fait une sélection parce qu'évidemment, il y a un peu plus d'équipes mathématiquement qui peuvent encore aspirer à participer aux playoffs de NHL. Mais, New Jersey est à 6 points à l'heure actuelle. Pittsburgh est à 5 points d'une place en playoff. J'ai exclu les 2 équipes. Parce que ça me surprendrait vraiment quand 8 matchs, ces 2 équipes-là sont capables d'aller chercher 6 ou 5 points de plus que toutes les autres équipes qui sont devant. Impossible. J'ai gardé les Islanders de New York, qui sont à 3 points d'une place en playoff. Les Red Wings de Détroit, qui sont à égalité pour la dernière place au playoff. Les Capitals de Washington. Et on pourrait rajouter une 4e équipe. Ce sont les Flyers de Philadelphie. Et je trouve intéressant... Pour l'instant, ils sont dans le top. Pour l'instant, ils ont 1 point de plus que les 2 équipes qui suivent. Donc, ils pourraient être exclus des playoffs s'ils perdent leur prochain match. Surtout, ils ont 76 matchs de jouer. Alors que, par exemple, là, la comparaison directe, c'est Washington. Ils sont 1 point derrière dans la même division, mais ont 3 matchs de plus à disputer que les Flyers. Donc, les Flyers pourraient très bien descendre. Donc, ces 4 équipes-là, les Islanders sont un peu à la traîne, mais quand même, les Flyers qui ont été toute la saison dans le top 3 de la division métropolitaine, est-ce que tu es surpris de les voir descendre à ce point et peut-être même être exclus des playoffs? Est-ce que tu les vois participer aux playoffs? Moi, je suis très surpris de leur saison. D'ailleurs, tout le monde encense Tortorella pour avoir tiré le maximum de cette équipe-là. Là. Moi, je ne les voyais pas du tout là au début de l'année. Je pense qu'ils ont surperformé toute l'année. Mais chapeau à eux, ils l'ont fait. Hein. Oui. Mais je ne serais pas surpris de les voir dégringoler. Détroit m'a déçu un peu. Je pense que Détroit a dû faire un step. On est quand même allé chercher Patrick Kane. Tu avais quand même des bons joueurs dans cette équipe-là. Là, Eiserman a décidé d'arrêter de reconstruire, va aller chercher quand même des agents libres. Ça a changé un petit peu la donne. Détroit, à mon avis, est meilleur que son classement. Les Highlanders vont mieux avec Patrick Roy. Ils ont eu un coup de mieux, puis là, tout à coup, mais c'est difficile de rattraper les points. Un coup de mou, c'est vraiment... Ouais, c'est ça. Ils ont été blanchis. Là. Il y a un voyage dans l'Ouest, ils ont été blanchis. C'était un peu plus compliqué. Moi, je vois pas. Moi, je trouve que Philly va se planter. Washington va mieux aussi. Ovechkin s'est mis à marquer. C'est surprenant, Washington. Là, il a fait tout à coup. Oui, c'est surprenant, exactement. Washington, c'est surprenant. Ovechkin s'est mis à marquer des buts, parce qu'au début de l'année, tout le monde se disait il ne marque quand même pas 20 buts, etc. Là, il est rendu à 26. Il fait un but par match depuis un petit moment, quasiment. On voit à peu près. Là. Donc, je suis surpris de Washington. Moi, je pense que Washington est surprenant. C'est Détroit, à mon avis. Détroit peut faire mieux, pour moi. Et pourquoi pas les Islanders de New York? Moi, j'aimerais bien parce que j'ai beaucoup de respect pour Patrick. J'aimerais bien que les Islanders participent aux playoffs. Ça ne m'apporte rien, ça ne me dérange pas vraiment, mais voilà, juste parce qu'il y a un duo d'entraîneurs, Patrick Roy et Ben Desrosiers, que tu connais bien. Que je connais bien, que surtout Théo est toujours en contact avec eux. Donc, je leur souhaite que du bien. J'aime beaucoup Ben Desrosiers comme assistant, super bon jeune entraîneur, dynamique, etc. Je leur souhaite que du bien. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça. Donc, ils ont du retard. Donc, il va falloir que les étoiles s'alignent. Il faut qu'ils collent les victoires et que les autres s'accrochent. Quand tu n'as plus ton destin entre les mains, c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Mais là, tout peut arriver. Les prochains matchs seront cruciaux. Et en parlant des Islanders, il y a des bruits qui courent que Lou Lamoriello, 81 ans, penserait éventuellement à prendre sa retraite, avoir sa 13e rente AVS.
Je serais... je serais pas surpris qu'un certain Patrick Roy monte au deuxième étage et que justement Ben Desrosiers monte comme entraîneur-chef. Ouais, je sais pas si Ben est prêt à être entraîneur-chef en Je NHL, sais mais pas. Parce qu'il a une courte euh, expérience d'entraîneur-chef à ouais. Gatineau cette année. Oui, c'est ça. Il était peut-être un peu jeune, mais est-ce que Patrick Roy pourrait devenir directeur général? J'ai pas d'infos là-dessus, là. J'ai pas parlé à Patrick. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais pas du tout. Mais je verrais bien, je pense, passer peut-être au deuxième étage avec les Islanders Juniors. À voir. Mais Lou Lamoriello, Ouais. 81 ans quand même. Les gens ne savent pas ça, C'est mais Lou fou quand même. Lamoriello, Hein, hein, ouais. depuis que je suis au monde que j'entends parler de Lou Et ça fait Lamoriello. une éternité. Moi, c'est vrai, là, depuis que je suis au monde, parce que je sais pas, toi, si c'est vraiment depuis que tu es au monde, là, mais moi, de toute ma vie, Lou Lamoriello a été directeur général Ouais, ou c'est ça. vice-président hockey d'une Il est équipe. là, il est là depuis toujours, mais il faut Ouais, vraiment être passionné pour faire ça à 81 ans. Bon, quand tu vas me même. dire, le président des États-Unis, à cet âge-là, puis il se représente. Donc, quand même, ça pourrait être pire. Mais, voilà. Mais Lula Moyello changerait peut-être à aller jouer au golf en Floride en hiver, Ouais. là, mais il faut vraiment Il être le patient. mérite. Il le mérite. Ouais. Voilà. Mais c'est un gars qui a apporté beaucoup. Puis, vous avez noté aussi, petite parenthèse, j'aime bien faire des parenthèses aujourd'hui, je me laisse aller un peu. Là, je m'en fous. Patrick Roy a coupé sa barbe. Ouais. Ça, c'est C'est la règlement des règle. Islanders de New York. Hein? Ouais. Pas Dadonov. Le Russe qui était à Montréal qui a été échangé. Comment il s'appelle? Dadonov? Comment il s'appelle? Le Russe qui était à Montréal qui a été échangé aux Islanders qui avait les cheveux longs. Ça finit en off, évidemment. Romanov. Romanov, il est arrivé à New York couper les cheveux. Ouais. Et Patrick Roy, quand il est engagé, je t'engage, à condition que tu te coupes la barbe. Ouais, c'est le fameux règlement. Ça, puis les numéros bas aussi. Il aime pas les numéros au-delà de... Les double digits, là, il aime pas, puis il aime pas trop haut, les numéros. Ouais. C'est des petits règlements internes. Ouais. Old school! Ouais, ben, les Yankees de New York ont le même règlement que les barbes, les cheveux avec des dreads, etc. Donc, voilà. Mais ça me fait rire parce que Patrick, je le trouve tellement mieux avec sans barbe. C'est comme la coupe à Christian Dubé, ça. J'adore. Oui. Mais moi, pour ce salaire-là, je suis prêt à me couper tout ce qu'il veut. Cheveux, barbe. Si c'est que ça, c'est un coup de pioche. Sourcils, n'importe quoi. Je suis prêt à couper. Fin de la parenthèse, Steph. Il faut qu'on avance quand même. Fin de la parenthèse. Oui. Je termine sur cette course au playoff hyper intéressante. J'ai vu jouer les Flyers de Philadelphie face aux Canadiens de Montréal le week-end dernier. Catastrophique. Cette équipe-là n'a pas d'affaires en playoff. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas beaucoup de talent. Là, j'ai vu aujourd'hui la conférence de presse de cette nuit, donc de la nuit de lundi à mardi, de John Tortorella après la défaite en prolongation face aux Islanders de New York, justement. Et écoute, il pointe ses doigts. Il pointe du doigt ses joueurs. On a été soft. Tout le monde a été soft. Personne n'a joué. Les gars ne savent pas comment jouer dans un moment aussi important de la saison. Le seul qui a bien joué, c'est le gardien. Puis, écoute, il va pas de main morte. D'ailleurs, il a benché LT Scratch. Donc, il a laissé de côté Sean Couturier, son capitaine. Ça va pas bien du côté des Flyers. Je serais pas surpris que cette équipe-là sorte du portrait des playoffs. Washington, c'est une grande surprise pour moi s'ils font les playoffs, mais je pense qu'ils vont être capables de le faire. Les Red Wings, je m'attends à ce qu'ils le fassent aussi, même si je suis déçu qu'ils n'aient pas été chercher du renfort à la date limite des transactions. Mais dernière statistique dans l'Est, Philadelphie, moins 17 différentiel de but pour but contre. Washington, moins 31 différentiel de but pour but contre. Ce sont les deux seules équipes qui ont des différentiels négatifs à être pour l'instant dans le portrait des playoffs. C'est vraiment... mais en même temps, dans l'Est, ça a été des équipes justement qui ont eu des différentiels très, très catastrophiques parce qu'il y a vraiment un gros gap entre les bonnes équipes et les moins bonnes équipes. Exact. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Dernier sujet, l'Ouest. Il y a beaucoup moins de bagarres dans l'Ouest. Pour la course aux playoffs est presque à toute fin pratique terminée dans l'Ouest puisque... les meneurs de section devraient rester ainsi, sauf peut-être les Prédateurs qui pourraient remonter là, mais ça va être compliqué. Ils ont 6 points de retard quand même. Donc, ça devrait rester ainsi, mais les Prédateurs devraient être en mesure de faire les playoffs. Ils ont quand même 6 points d'avance sur les Blues de Saint-Louis là, qui sont à la course. Par contre, l'équipe qui est à risque, Steph, ce sont les Kings de Los Angeles. 3 points seulement devant les Blues de Saint-Louis. Ce sont les deux dernières équipes qui se battent pour une place en playoff. C'est quand même incroyable de voir les Kings de Los Angeles qui étaient premiers de leur division au début de la saison, que tout le monde voyait loin en playoff parce qu'on vantait cette ligne de centre, on vantait le système, on a changé l'entraîneur. C'est la crise là-bas. C'est ça. C'est la crise. Et puis, oui, c'est étonnant parce qu'en début d'année, c'était wow. C'était wow. Tout le monde disait c'est incroyable.
Et puis voilà, ça a fait patate tout d'un coup. Le soufflet est retombé. Pierre-Luc Dubois, compliqué, un peu designé dans l'équipe. Fiala a été pointé du doigt pour son travail défensif, son engagement. On dit qu'il a un individu. Donc là, le diable est ouvert, comme on dit. Et je parlais des différentiels. Los Angeles, là, pour vous imager la différence entre ce différentiel catastrophique des Capitals de Washington ou des Flyers de Philadelphie. Les Kings sont à plus 32, quand même. Et ils sont sur la corde raide. Là, Dans l'Ouest, cette année, c'est... Wow. Une sacrée équipe. Vegas a eu un petit coup de mou. Puis, les blessures aussi, Vegas, qui les ont grandement affectés. Mais ils sont de retour dans le top 3 de leur division, dans la division Pacifique. Ouais. Jonathan Marchessault en fin de contrat, Joe. Oui, 40 buts. Cette année, Connie Smythe l'année passée. Il vaut combien à 33 ans? Ben, ce sera assurément son plus gros contrat, mais il devra viser un montant plus qu'un terme. Lui, il doit aller chercher 7 millions, 7,5 millions sur 2-3 ans. Il ne peut pas viser ce montant-là sur 5-6 ans. Non, à 33 ans, non. À 33 ans, là, tu dois viser le plus gros montant possible dans une courte période possible. Puis miser sur ton talent, puis sur le fait que tu vas réussir à garder le rythme. Mais encore là, Montréal rêve de Marchessault. Oubliez ça à Montréal. Oubliez ça en plus. Oubliez ça, les gars. Oubliez ça. De source sûre, oubliez ça. Et surtout, ce serait même pas... C'est pas le genre de joueur en ce moment que le Canadien de Montréal a besoin de toute façon. Là. Pas à ce temps-ci de la reconstruction. Donc... Non. Oubliez ça. Mais il connaît toute une saison. Hein? Un joueur que je suis un peu plus que les autres, là, quand même 37 buts. Mais imaginez si Vegas décide tout simplement de ne pas le re-signer parce que c'est une question de plafond salarial aussi qui complique la chose du côté de Vegas. Pourquoi on hésite à le re-signer ou non? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui gagnent beaucoup d'argent. Oui, et Vegas n'a jamais eu peur de toute façon de ne pas signer ou de se départir de joueurs qui étaient leur vedette. Il a déjà 40 buts ou 37? J'ai dit 37, mais il me semble 40, il a marqué son 40e, oui. Il a d'ailleurs rejoint un certain Martin Saint-Louis dans les rares joueurs non repêchés à avoir marqué des saisons de 40 buts. Donc pour la petite histoire, c'est assez exceptionnel. Très content pour lui, un petit Québécois là, qui fonctionne bien. Mais effectivement, à Vegas, on n'hésite pas à prendre des décisions fortes. Hein. À Vegas, c'est beaucoup de changements. Business is business. On est dans la ville du casino, etc. On prend les risques, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Voilà. Ce sera le mot de la fin, Stéphane. Le temps passe vite. Moi, j'adore les petites parenthèses comme ça. On va n'importe où, mais c'est toujours très intéressant de t'avoir. On parle pour parler. Mais Steph, on va se retrouver en play-off de toute façon. On va suivre ça de près, puis on va continuer les overtime NHL tout au long de la saison, et tu en feras partie, évidemment, avec grand plaisir. Avec plaisir partagé. Et voilà, Steph. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye. C'est ce qui termine l'épisode de la semaine d'Overtime NHL. Merci encore à Stéphane Rochette d'avoir passé la dernière heure avec nous. Je vous lance quelques rendez-vous ces prochaines semaines. Tout d'abord, ce dimanche 7 avril, dès 19h, ce sera notre match de NHL commenté en français sur MySports 3. Les Red Wings de Détroit en pleine course pour les playoffs, on vient de le dire, face aux Sabres de Buffalo, un match qui promet. Et sinon, pour les prochains rendez-vous d'Overtime NHL, avec la fin de la saison régulière et le début des playoffs, l'horaire habituel est terminé. On va s'adapter donc au calendrier de la NHL et ça va commencer dès vendredi 19 avril pour le prochain épisode de la saison. Ce sera l'épisode 15. On va faire évidemment là, le portrait des playoffs avec chaque affrontement des huitièmes de finale. Donc, ça promet pour le prochain épisode d'Overtime NHL. Sinon, il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir été avec nous et à vous souhaiter une très belle semaine. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.